Bonjour, bienvenue dans ce numéro 6 du Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui nous sommes avec Daniel, Patrick, Louis, Karine, Renaud, Bruno et Christian. Et on va commencer cette émission avec Karine. Karine qui va nous parler de Belladonna de Eiichi Yamamoto. Je vais vous parler du coffret qui est sorti, qui va être édité, c'est ça Bruno? Ouais, le premier tirage a été épuisé et ils viennent de le rééditer la semaine dernière. Voilà, donc en fait c'est un film d'animation qui est sorti en 73 et qui a été réédité, qui est sorti au cinéma en 2016 et après ils ont fait ce coffret, ils l'ont sorti en DVD. C'est un très beau film d'animation qui parle d'une femme au Moyen-Âge en France. Et en fait, donc il y a le droit de cuissage, donc le jour de son mariage, elle va se faire abuser par le seigneur du domaine. Et après, c'est un peu sur la sorcellerie, elle fait un pacte avec le diable, on pourrait dire que c'est le diable. Et elle est rejetée de son mari, par son mari. Et du coup, elle se transforme un peu en sorcière. Et c'est adapté du livre de Michelet, qui aime bien parler de la sorcellerie, parce qu'il dit que c'est très anticlérical et c'est un film qui tape bien sur la religion, qui est très féministe aussi, qui est magnifique au niveau technique, il est vraiment magnifique. C'est des espèces, il y a du collage, il y a de l'aquarelle, c'est une technique assez particulière parce que, comment expliquer en fait, il y a des moments où j'ai juste des planches qu'on voit. Et les personnages, en fait, quand ils parlent, on entend les voix, mais on les voit pas forcément bouger les lèvres. On voit vraiment que on entend vraiment que c'est un doublage, en fait. Et il y a des moments, il y a juste des planches fixes. Par exemple, il y a une scène qui m'a marquée où c'est un personnage qui descend le long d'une montagne. Donc il y a la planche avec la montagne, et on voit juste le personnage qui a une marche, qui disparaît, qui réapparaît plus tard. Donc on va vraiment travailler du dessin. C'est vraiment des aquarelles, on voit les coups de pinceau et tout. Moi j'ai adoré. C'est très psychédélique. Il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a on dirait qu'on est dans Yellow Submarine, c'est du rock psyché qui arrive au milieu du film. Et le coffret est magnifique, il y a la bande, il y a les musiques qui sont dedans, qui sont géniales, qui sont vraiment magnifiques. Il y a un livret avec les interviews de tous les personnes qui ont fait le film, qui est super intéressant. Il y a le DVD Blu-ray et il y a des planches aussi dedans, de dessins qui sont très belles, et il y a l'affiche. Donc je sais pas si il y a des jolies planches comme ça. Du genre, on fait plaisir. Et du coup, ça c'est vraiment les dessins qu'on voit dans le film en fait, qui sont il y a des choses qui sont très psychédéliques à certains moments. Et puis il y a des moments où c'est plus sombre. Moi c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé découvrir. C'est tout public quand même ou... Non, c'est pas tout public, c'est interdit au moins de 16 ans, c'est ça? Au cinéma. C'est quand même... il y a quand même des scènes d'orgie, on va dire que c'est le thème que je fais. Mais c'est parce que c'est une sorcière aussi qui séduit un peu tout le village à un moment. Mais c'est dans une... elle les libère un peu dans cette espèce d'orgie. Mais c'est vachement bien fait, c'est avec des dessins, il y a des moments où les corps se transforment, c'est pas non plus explicite, c'est toujours dans des espèces de métaphores. Le diable, il ressemble, je vais dire que si en fait c'est explicite, mais le diable il ressemble à un gros sexe masculin rouge pendant tout le long, mais c'est... C'est de quoi? Je vois pas du tout à quoi ça ressemble. C'est un autre film alors. On s'en doute un peu. Mais... Voilà, et donc du coup, il est vraiment très poétique, il est très beau. C'est un travail technique que j'ai pas vu souvent, que j'ai vu dans un autre film qui s'appelle Les Contes de la Princesse. Muyaka ou je sais plus quoi, qui est pareil, qui est un espèce de film où on travaille que sur de l'aquarelle, ça fait très estampe japonaise. Et si vous aimez l'animation japonaise, mais un peu différente aussi, pas comme on voit dans Miyazaki où il y a vraiment un travail de dessin et tout, je vous le conseille. Et puis voir les Japonais traiter le Moyen-Âge français, c'est assez particulier, donc c'est intéressant aussi. Ça déplace complètement ce qu'on a l'habitude de voir. C'était un film assez unique à l'époque, qui a d'ailleurs été interdit dans plein de pays, et sorti dans des versions plus courtes, notamment aux États-Unis. Et qui a été restauré par Lilium Audiovisuel et qui a vendu les droits à cet éditeur pour le sortir dans cette superbe édition. C'est chez Eurozoom, le coffret. Mais le film était sorti en France quand même?
Écoute, je m'étais posé la question en voyant le coffret et j'ai toujours un doute. Je sais Il que... avait été projeté, je crois, il a été au projeté dans le festival Fantastique du Rex. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est là qu'on l'a vu. Ouais. Voilà. Après, je suis pas sûr. Mais je crois pas qu'il soit sorti en fait. Je sais que c'est une version restaurée, c'est l'une des premières vraies versions où il y a un vrai travail de restauration des dessins et tout dedans. Et la musique aussi est géniale, hein. Si on aime le rock psyché, Ouais, super. elle est vraiment top. Enfin, tout est vachement abouti. Je crois qu'ils ont mis... dans le livret, je crois qu'ils disent qu'ils ont mis une dizaine d'années à tout finir parce qu'il y a eu des problèmes de production, que c'est un peu autoproduit. C'est le producteur de celui qui a fait Le Roi Léon, le dessin animé là, avec le lion, qu'on avait dit que Disney avait un peu copié. Léo, le Roi Léo, Léo le lion. Non, le roi de Lion Le Roi Léo, voilà. Qui est là un peu beaucoup copié. Qui a Qui a été recopié par Lion King, absolument. Oui, mais bon, si on part de là, c'est une copie d'Hamlet aussi, donc... Très bien. Alors Bruno va nous parler de Moby Dick de John Huston. Ah oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Oui, donc, alors Moby Dick, voilà. Le film de John Huston, vient de sortir en Blu-ray, qui était jusque-là, je crois, sorti qu'en Blu-ray en Australie, dans une copie pas terrible, et toujours pas aux États-Unis pour l'instant, vient de sortir en France en Blu-ray. Donc je tiens à remercier au passage, parce que c'est la première fois que ça arrive et pas la dernière j'espère, Jean-Pierre Vasseur, l'éditeur de Rimini, qui nous a envoyé le Blu-ray pour le chroniquer, gracieusement. Et en fait, Moby Dick de Huston, c'est cette espèce de film d'aventure hollywoodien qu'on peut très bien voir au premier degré. Parce que c'est une chasse à la baleine, et voilà, un film d'aventure classique, et en même temps, parce que le roman, tout le monde connaît le roman, mais très peu de gens l'ont lu finalement, parce que c'est vraiment un énorme pavé, et qui a une dimension philosophique très complexe. Le film a été un peu difficile à monter. Huston avait le projet 10 ans avant, parce qu'il adorait le bouquin de l'adapter, mais c'était quand même assez complexe de pas juste en faire un film de chasse à la baleine et d'en faire ce que représente réellement le bouquin. Et donc il s'est entouré de plein de gens super talentueux pour ça, notamment Ray Bradbury, le scénariste, qui est un auteur de SF très connu, avec une dimension poétique assez forte dans ses écrits. Et en fait, ce n'est pas justement un simple film d'aventure comme les studios en faisaient à l'époque. C'est aussi l'histoire en fait de ce personnage joué par Gregory Peck, le choix de Huston est excellent à ce sujet d'ailleurs, justement parce qu'en fait Gregory Peck jouait souvent des rôles très positifs et assez classiques, et là en fait il est un personnage totalement torturé et bizarre. Pourquoi tu rigoles? Et donc hein, Parano là. Et il a justement en fait cette dimension presque surnaturelle, parce que la première fois qu'on le voit apparaître, c'est une nuit d'orage dans une taverne et on aperçoit sa silhouette. Pendant une demi-heure du film, on le voit pas, il est enfermé dans sa cabine au moment où le navire part pour la chasse. Et quand on le voit, en fait, c'est un être torturé, meurtri en fait dans sa chair comme dans son âme, puisqu'il a déjà affronté cette fameuse baleine blanche qui lui a arraché une jambe et défiguré le visage. Voilà. Et il est incroyable dans ce rôle. Et en fait, la thématique de Melville, puisque Melville donc, c'est l'auteur du fameux roman, est super bien retranscrit dans ce film, puisqu'en fait, son but dans sa folie, et dans sa folie qui va le conduire finalement à sacrifier d'une certaine manière tout l'équipage du bateau, c'est de détruire Dieu. Voilà. C'est ce que Huston disait, et c'est tout à fait juste. C'est que finalement, pourquoi je dis toujours finalement?
il a été donc meurtri, il cherche le sens de la divinité, et il y a un côté très biblique dans le film, comme l'explique très bien dans les suppléments un réalisateur. Et en fait, il veut détruire, à travers cette baleine, l'image qu'il a de Dieu, qui est le destructeur des hommes. Voilà. Et donc, alors tout ça est développé dans le film, super bien, par de très beaux dialogues. Quoi dire d'autre? Il y a un truc important, c'est qu'en fait le film a été tourné en Technicolor, comme beaucoup de films à l'époque. C'est une grosse production, faite pour le cinéma, etc. Et en fait, Huston, avec la collaboration en assistant de Freddie Francis, directeur de la photo et réalisateur anglais très connu, voulait rendre une image très estampe et très picturale du 19e siècle, donc voulait quasiment tourner, alors que c'est du Technicolor, le film pas en sépia, mais avec des couleurs très atténuées, et ça donne une image incroyable. Alors pendant des années au cinéma ou en VHS, on ne le voyait pas comme ça, et depuis l'époque du laserdisc et avec le DVD, et maintenant le Blu-ray qui est la meilleure copie du film, on peut enfin le voir avec cette image qui lui donne un aspect encore plus étrange. Voilà. Et quoi ajouter, je ne sais plus. Donc la copie du Blu-ray est quand même... Ouais, elle est vraiment bien, elle respecte vraiment ce que Huston avait voulu faire à l'époque. Alors, est-ce que Remini a gardé le grain original du film? Oui, parce je sais qu'on en a parlé ensemble à ce sujet. Mais là, franchement, l'ayant vu il y a 2 jours, moi je trouve que c'est... je l'avais déjà vu, en VHS, en laserdisc, en DVD. Franchement, le rendu est super. C'est une des meilleures copies actuellement. Ouais, c'est certainement la meilleure copie du film. Et quoi d'autre sur ce film? C'est marrant que tu parles de couleurs pour Moby Dick, parce qu'il a eu ce challenge pour Reflet dans un œil d'or. Il avait voulu faire son film en doré, et il s'est battu pour que la version sorte en doré, puis finalement il est sorti en beau Technicolor. Il est qu'en DVD aujourd'hui, mais c'est une très très belle copie aussi, donc il est vraiment passionné des couleurs. Sur le Blu-ray, il y a, pour Reflet dans un œil d'or, il y a les 2 versions. Oui, c'est vrai. Qui ont finalement été reconstituées. Et c'est vrai que ça donne un côté à la fois hyper réaliste, parce que ça, le film joue à des tas de niveaux en fait. C'est-à-dire que tu as évidemment la chasse à la baleine, avec des effets spéciaux, parce qu'évidemment, tu n'as pas vraiment de baleine, et Moby Dick c'est une maquette. Mais arrête de rire. C'est une maquette. C'est con. Et ça donne un côté hyper réaliste au film, alors que justement, c'est ça la différence, c'est que dans le film, tout le monde joue de manière très réaliste. Et le personnage principal, qui est le narrateur, qui est un acteur qui joue Ismaël en fait, et qui est donc soi-disant un jeune type qui s'engage parce qu'il a plus d'argent et qui veut partir à l'aventure, etc. Dans le film, c'est joué par un acteur, Richard Bazard, qui est beaucoup plus âgé que Gregory Peck en fait. Et voilà, ça fait une sorte de décalage bizarre comme ça. Et tout le monde joue de manière très naturelle et naturaliste, sauf Gregory Peck, qui est absolument terrifiant à chaque plan. À chaque fois qu'il apparaît, tout le monde est terrifié. Et évidemment, tout ça va, comme tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, très mal se finir. Très bien. Pour toi. Christian, tu vas nous parler d'un film, alors que qu'on ne connaît pas du tout, Phantom of the Paradise. D'accord. Déjà, Phantom of the Paradise, quel beau titre. Ça nous promet du frisson, de l'extase, et ça tient ses promesses. Superbe film de Brian De Palma, 1974, tourné entre Sisters et Carrie. D'ailleurs, il a obtenu le Grand Prix Avoriaz en début 75, et il a récupéré encore le Grand Prix d'Avoriaz de mémoire avec Carrie un ou 2 ans plus tard. Donc, 1974, on est dans une période où c'était un peu l'avènement de la comédie musicale rock. Donc il y avait eu Jésus-Christ Superstar. Juste après, il y aura Rocky Horror Picture Show. Il y aura Tommy. Donc c'est vraiment une époque où ça grouille beaucoup. Moi j'ai un souvenir de ça, c'est que
les plus vieux s'en rappelleront, ça passait dans les années 70 dans des salles de quartier qui passaient ces films-là en boucle. Donc on avait la boîte à films dans le 17e, il y avait le Déjazet, et c'était des films, on allait les voir, c'était un pèlerinage, on allait voir son film rock. Et j'ai l'impression que c'est un peu perduré avec maintenant les soirées du Rocky Horror Picture Show, mais c'est un peu l'origine vient de là en fait. Et à l'époque, d'ailleurs, on pouvait y fumer et pas que des cigarettes. À ce qui paraît. Surtout. Et cette vague, après, elle va culminer au niveau box-office avec Grease, mais Grease, c'était déjà la nostalgie de la nostalgie, on était dans le post-disco, donc voilà. Mais tous ces films-là, vraiment, c'est une période un peu bénie, 73, 76, hein, tous ces films rock, et finalement, qui ont relativement bien vieilli, quoi. Donc celui-là, on est vraiment l'exemple le plus marquant. Alors, c'était un bid un peu partout dans le monde, hein, sauf au Japon et à Paris. À Paris, ça a été méga succès. Ils ont eu beau changer la campagne marketing, rien n'y a fait. Ça a été un bid un peu partout. Mais bon, c'est devenu un film culte. Hein, Phantom Paradise, un bid à l'époque. Absolument, tout à fait. Il y a une petite ville au Canada où ça a cartonné, le Japon et la France. Le reste, ça a été vraiment... voilà. Alors l'histoire, c'est quoi? Un compositeur qui est naïf et brillant, se fait voler sa musique par un producteur superstar, une sorte de méga superstar, et donc pour se venger, il va prendre l'apparence du fantôme, et il va tout faire pour que sa musique elle soit interprétée uniquement par celle qu'il aime, Jessica Harper, dans son tout premier rôle. Et Jessica Harper, on la connaît pour Suspiria, voilà. Donc c'était son tout premier rôle, elle n'avait pas fait de casting avant, elle a démarré là-dedans, elle est plutôt très très brillante. Alors, les influences, il y en a plein. Il y a le fantôme de l'opéra, on pense à Faust, hein, parce qu'on va vendre son âme au diable. On pense à Psychose, à un moment donné, il y a un beau petit hommage à Psychose, au portrait de Dorian Gray, à Frankenstein. C'est un peu un melting pot, un mélange de toutes ces influences, mais toujours avec une musique rock. Et là où il a fait très fort, c'est que le rôle du producteur, du héros, enfin pas du héros, mais bon, du mec qui est super adulé des foules, les femmes se jettent sur lui, etc. Au départ, les producteurs voulaient un mec genre David Bowie, vous connaissez et en fait, ils l'ont pris complètement en contrepoint. De Palma a dit non, on va prendre Paul Williams, qui bossait pour la maison de disques qui produisait le film, 1m60, un petit nabo, pas super sexy, très brillant au niveau, je dirais, musical. Il avait déjà fait des musiques pour les Carpenters, il a fait la musique de Bugsy Malone, de mémoire. Il a fait quelques autres musiques de films, et plus des albums rock. Et en fait, c'est lui qui va interpréter ce rôle, alors qu'au départ, il voulait plutôt faire le fantôme. Le fantôme, c'est William Finlay, un habitué des films de Palma, tous ses premiers films, et puis donc Jessica Harper, qui démarre là-dedans. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur le film? J'ai pris des notes. Ah oui, allez, un truc... dire que je fais une obsession, le fantôme, à un moment donné, donc le héros va lui mettre il a perdu sa voix, le fantôme, va lui mettre un équipement sur le torse pour qu'il puisse retrouver sa voix, et là, il faut être aveugle pour pas y voir Dark Vador. C'est-à-dire que c'est une évidence. D'ailleurs, je l'ai relu dans le bouquin qui illustre le truc, ils sont entièrement en phase avec ça. Quand on sait que De Palma est très ami avec Lucas, il y a vraiment une blague, il y a eu vraiment un transfert, on va dire, d'informations entre les deux, et on y voit Vador, il a la cape, etc. Quasiment tout y est déjà. Dans le bouquin, alors le très très beau coffret, alors, il est en version normale, mais il faut vraiment prendre la version collector, qui est un très très beau livre de 160 pages, rempli de photos, de commentaires. Et il y a notamment une analyse de Jean-Baptiste Torret qui est très très pertinente, il parle de toutes les influences, et notamment il y voit, et après ça a été confirmé par De Palma, un parallèle entre le fantôme et George Fitzgerald Kennedy. C'est-à-dire que le moment où il se faire assassiner sur scène, enfin il a été impressionné, De Palma à l'époque, en 63, d'avoir vu la première mort en direct, qu'on retrouvera chez Tavernier plus tard, où vraiment il y a eu ce film qui a été fait, où on a vu dans le monde entier JFK se faire assassiner, et voilà, l'idée c'est vraiment de montrer ce que c'est que l'assassinat de quelqu'un d'archi connu en direct. Alors côté bonus, c'est un trésor, hein, je ne sais pas si tu as l'occasion de regarder. Il y a le grand moment, c'est 1h15 d'interview entre Guillermo del Toro, qui est un fan absolu du film, avec Paul Williams. C'est vraiment, mais le mec, c'est un fan adulé de Williams, et la conversation, elle est absolument passionnante, il va en détail, il connaît chaque plan du film, donc c'est vraiment une leçon de cinéma. Il y a des interviews, il y a des making-of qui dataient des anciennes versions DVD Blu-ray, interviews de la costumière, enfin c'est vraiment, il y a eu je crois, quasiment 3 heures de bonus.
un vrai bonheur. Alors finalement, après je me dis, mais pourquoi voir ce film aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est en 2017? C'est un film toujours intéressant, visuellement c'est juste une tuerie. C'est-à-dire que De Palma, il était au sommet de son arbre, il y est resté longtemps. Pour moi, De Palma, ça va être 73, 80, 85, 86, où là, il est vraiment le maître absolu de son image. Donc, visuellement, c'est vraiment absolument maîtrisé, splendide. La musique, pas démodée du tout, c'est du rock. On joue sur la nostalgie du rock. Déjà, il y a un groupe de rock qui va, à la star de tous ces producteurs qui font beaucoup d'argent, remixer sa musique en permanence. Il va passer du rock à la version beach music, à la version un petit peu death, etc. D'ailleurs, ça va préfigurer les Kiss. Il y a un groupe avec des maquillages sur le visage, et apparemment il y a un petit peu un antagonisme avec les Kiss, mais ça a été créé en même temps, on va dire. On imagine que les Kiss sont peut-être un petit peu... c'est vraiment une coïncidence en fait, c'est assez marrant. Et on retrouve la fougue des années 70, cette espèce de liberté qu'on trouve plus au cinéma. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de l'acheter en version collector, si vous voulez avoir le petit bouquin et tous les détails. Sinon la version normale se trouve un peu partout dans les bacs. Et avec l'évasion au cinéma la plus rapide. Absolument, Ouais. voilà. Il a fait une ellipse extraordinaire. Ouais, C'est-à-dire quand celui qui va devenir le fantôme sort de prison, plutôt que de faire un truc un peu tarabiscoté, etc., il nous fait une ellipse cinématographique. Et on est dans la maîtrise de Palma. Il y a du split screen, il est en train de tester toutes les méthodes qu'il a ingurgitées d'Hitchcock et d'autres, et il les ressort comme ça, avec la possibilité de faire ce qu'il veut. Oui, c'est un peu ton film de chevet, non? C'est vrai? On peut dire ça, ouais, ça va être le film que j'ai vu le plus dans ma vie. Probablement. Moi, je peux pas tellement le critiquer parce qu'il y a absolument rien qu'on peut reprocher, quoi. Tout est parfait dedans. Tu vas être surprise en surprise quand tu réalises un jour, au bout de 7 ou 8 visions, que c'est vraiment Jessica Harper qui chante sur sa chanson mythique du film. Oui. Après, tu te renseignes, tu sais qu'en fait, elle est chanteuse à la base, Ouais. qu'elle a sorti des albums de musique pour enfants, etc. C'est une aventure extraordinaire, quoi. Il n'y a rien qui a égalé ça depuis, quoi. Pour moi, après, c'est une question de... Et je sais que j'essaie de le montrer à des jeunes qui trouvent ça lent. Alors, je l'ai montré à ma fille de 14 ans, et elle a vachement aimé. Ouais, Elle n'a pas dit que c'était un super chef-d'œuvre, mais elle a vraiment aimé. Dieu sait si elle est difficile que je vais lui montrer un vieux film. Donc ça a été vraiment un test pour moi. Elle a vraiment aimé le film. Pourtant, le rythme, il est assez... Ouais. Il y a du rythme, mais alors il y a un dosage entre l'humour, l'horreur et le rock. C'est vraiment ça virevolte entre les trois, toujours avec un bon équilibre, parce que j'aime dans la parodie ridicule, dans l'horreur terrifiante. Il y a vraiment un bon équilibre, et c'est tout le temps entre kitsch et modernisme, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un mélange complètement réussi de plein de techniques, que ce soit de prise de vue, ou même dans la musique elle-même. Dans les costumes, c'est juste un chef-d'œuvre, quoi. On peut pas en dire grand-chose de plus. C'est en fait ces films qui sont des conjonctions de talents. Il y a un super décorateur, un super scénariste, et il y a des films comme ça qui sont baignés des dieux, et c'en est un. On voit vraiment Paul Williams qui signe la BO de sa vie. Alors il a fait aussi, alors il a fait Bugsy Malone, j'en avais noté une autre. C'était super connu. Moby Dick. Non, c'est ça. Il a fait une chanson pour Star Is Born avec Barbara Streisand. Donc il a eu son Qui ordre se de souvient gloire. de Star Is Born avec... Barbara Ça a été, Streisand. 76, ça a été quand même un bon truc. Mais effectivement, et De après, la chanson, je parle de la Alors, Et musique. Daniel, dans le docu, te rappelle Daniel. dis-nous tout. Dans le documentaire, il raconte ça qu'après, il est parti dans tous les paradis artificiels possibles, imaginables. Il a mis des années à s'en sortir. Ouais. Là, il a pas su gérer, je pense, ce succès phénoménal, quoi. Maintenant, il a l'air de bien aller. Le voir interviewé par Guillermo del Toro, et ça vaut le prix du coffret. C'est vraiment un moment exceptionnel de complicité, d'amitié, et puis d'information. Parce que, chaque phrase, on apprend des choses sur le tournage du film, quoi. Donc voilà. Paul Williams, c'est vraiment que c'était un petit nabo qui arrive à être, on le rend un peu séduisant. Alors il y a eu des problèmes, c'est qu'apparemment il doublait de volume d'une prise à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes de poids, donc il grossissait, il maigrissait, et donc il a fallu gérer ça dans le film. Et donc il le raconte d'ailleurs, quand on est un petit peu observateur, on voit le volume du monsieur qui change, mais bon, De Palma a su l'intégrer dans son histoire, quoi. Donc, Il y a des choses dans le film aussi qui peuvent paraître des erreurs de script et qui en fait n'en sont pas du tout, qui sont totalement voulues par De Palma. Par exemple, quand le fantôme est à l'extérieur il est à l'intérieur du Paradise, mais il n'est pas dans les passages secrets
tout, il porte une cape d'une couleur différente et cette cape change de couleur au gré de ses mouvements à l'intérieur du Paradise et tout ça c'est complètement maîtrisé par De Palma. Et il y a une scène qui est phénoménale où donc il va tomber amoureux de Jessica Harper. Qui est une jeune fille voilà, qui démarre, donc elle est un peu naïve, fabuleuse chanteuse. Et donc, bien sûr, le producteur Paul Williams va réussir à la conquérir. Il y a une scène vue de dessus par une véranda où il y a Paul Williams qui est en train voilà, de flirter, on va dire heavy petting, comme on dit en anglais, avec Jessica Harper. Et lui, il voit ça. Et il y a une mise en abîme où Paul Williams va l'observer à travers une caméra de surveillance. Donc c'est et le mec qui a conçu ce plan, c'est juste un fou, quoi. De toute façon, au niveau technique, c'est juste parfait. C'est sublime. C'est un film sublime. Ça vaut du Kubrick de la bonne époque, quoi. Ah oui, tout à fait. Et vous dire, bon, pour moi la musique n'a pas vieilli, on raconte la BO de temps en temps, c'est vraiment... et c'est marrant que Rocky Horror Picture Show est plus resté dans l'inconscient, parce qu'il y a des fêtes tous les samedis soirs aux côtés de chez ta boutique, là. Studio Galant, le Brady, j'ai vu qu'ils faisaient ça, des soirées aussi avec le Rocky. Fantôme est resté moins culte, alors que ça aurait pu être, on aurait pu aussi réciter, chanter toutes les chansons. D'ailleurs, l'éditeur avait demandé aux fans de lister les chansons préférées pour les mettre en karaoké. Donc il a choisi 5 chansons karaoké. T'as essayé, tu t'es enregistré? Non, j'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais voilà, donc pour dire que les chansons, on les connaît, elles sont sympas, mais c'est pas resté autant que Rocky l'a été. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est moins accessible. Peut-être parce que le Rocky est assez accessible au niveau de la réalisation et tout, il a des codes. Non, parce que c'est pas prétentieux la réalisation, c'est juste hyper efficace quoi. Non, Rocky est plus provocateur. Ouais, c'est ça, voilà, avec le travesti, tout ça, que là c'est plus linéaire, c'est le fantôme de l'opéra. Puis Rocky est sorti pendant les séances de minuit aussi. Bah, il a débouché après, mais il est sorti un an après Rocky. C'est pas la même approche. C'est pas, c'est un peu manichéen quelque part, fantôme. Moi je préfère quand même Rocky de coup. Peut-être que ça va marcher parce que c'est De Palma et De Palma aussi. Enfin, peut-être qu'on l'attendait pas là du tout et que ça, je sais pas. Moi je l'ai pas vu, mais c'est attention ce que tu dis. Ça débouche, ça peut-être. Enfin moi. J'ai vu quelques images, je n'ai pas vu encore ce film. Fantôme of Paradise. Mais il avait quasiment rien fait de Palma. Non, il a fait Sisters. Oui, Sisters, surtout. Il avait fait Sisters à l'époque. Parce que du coup, moi, plus anecdotique, comme Iron, Greetings. Qui suis né en 89 et donc qui a pris la filmographie de Palma à l'envers avec Les Incorruptibles d'abord et tout. Ça m'étonne trop que ce soit lui quand tu vois. Les Incorruptibles, c'est pas terrible. Ah, j'ai beaucoup aimé Les Incorruptibles. Ce qui est marrant, ce que tu dis. Je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai trouvé qu'il y avait une maîtrise des plans de tout. Karine, ce que tu disais, qui se souvient de qui a réalisé Rocky Horror Picture Show? Tout à fait, ouais. Honnêtement, bon, c'est Jim Sherman, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais c'est parce que c'est le film et l'esprit qui est important. Il a écrit des chansons pour Meatloaf. Qui écrit quoi? Meatloaf. Qui joue dans le film, c'est là que j'ai décroché. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'était un film. C'est un film qui a été indépendant. Et quand il y a eu énormément de. Enfin, on a vu que c'était potentiellement une pépite, il a été mis aux enchères. Et Fox l'a acheté aux enchères. Il a été produit en indépendance, c'est ce qu'ils expliquent dans les making. Et Fox l'a acheté $2 millions aux enchères. Et du coup, bon, ils ont pas trop récupéré leur argent, mais avec le temps aussi. Mais ça a été une production indépendante au départ. Je crois qu'ils ont double. Vous rigolez ou quoi? Ça, on dérange pas, hein. Excusez-moi, j'ai fini. Non, mais là, j'ai Si, on part au cinéma. Vous avez les micros. Mais Louis, c'est quoi? Mais Louis, c'est pas sa première quand Ça peut même. intéresser les autres. Non, faut pas qu'on parle. Puis regardez bien la caméra aussi quand on parle. Quelle caméra? Il y en a 16. Celle-là. Alors, Patrick, tu vas nous parler d'un film de Lucio Fulci. Fulci. Un film peut-être un peu moins connu que ces fameuses 4 films de 79 à 81 qui sont des films d'horreur connus à travers la planète avec Zombie Doué, l'enfer des zombies, l'au-delà et puis Avant Frayeur en terminant par La maison près du cimetière. Donc ça c'est des films ultra connus par tous les fans et beaucoup qui nous écoutent et qui nous regardent surtout les connaissent par cœur. Maintenant, nous allons parler d'un des 3 films majeurs, je dirais, de Fulci d'avant la période, c'est-à-dire celui-ci, la longue nuit de l'exorciste, l'exorcisme, pardon, et qui n'a rien à voir avec le film, avec le type du film, mais vraiment strictement rien à voir. Aucun exorcisme d'ailleurs. Mais oui, aucun exorcisme. Bon, la nuit, ça se passe pas dans la nuit spécialement, hein, donc c'est pas long. Et c'est pas long. Mais je voulais dire simplement qu'il faisait partie de 3 films, dont 2, l'un c'est Le Venin de la peur, sorti aussi chez Chat qui fume, excellente copie. Excellente copie.
Excellente copie. Et puis le troisième aussi, La Muraille Vivante, évidemment, qui font partie pour moi des 3 grands films de Fulci, avec ces 4 films d'horreur totalement. Alors, concernant ce film-là, ça se passe dans les années 70, dans un village du sud de l'Italie, paumé, avec beaucoup de gens d'une certaine, je dirais, culture, mais moindre, où des enfants sont assassinés. Donc déjà, le sujet est déjà assez fort, puisque, bon, c'est vrai qu'on ne montre pas vraiment les scènes, mais c'est quand même un sujet qui marque toujours l'assassinat d'enfants d'une façon horrible. Le film, la copie est déjà magnifique, à part peut-être le début qui aurait peut-être pu être nettoyé juste au démarrage, mais tout le reste de la copie... Chipote, hein. Ouais, mais j'aime bien chipoter. Et tout le reste de la copie est magnifique. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et évidemment, c'est un peu un prémisse de film d'horreur quelque part, puisqu'il y a quand même 2 scènes assez fortes dans le film, qui sont quand même assez dures et violentes. Et je ne reviens pas dessus, parce que ça va vous découvrir le film, si vous ne l'avez pas déjà découvert. Et concernant, on retrouve quand même vachement la patte de Lucio Fulci, ce sorte de thriller, angoissant, malsain, avec la sorcellerie aussi qui joue un petit rôle là-dedans. L'arrière-plan. Oui. Ouais. Et voilà, bon. Un casting, un très beau casting. Un très beau casting. Barbara, la très belle Barbara. Florida. Bouvet, là. Boucher. Oula. Florida Balkan. Voilà, la très belle. En plus, il y a pas mal de suppléments à l'intérieur. La scène avec c'est la Boucher et le gamin là. C'est étonnant. Ouais. On fait plus des films comme ça aujourd'hui. Non. Donc voilà, il y a un très beau casting. Thomas Milian, Milian. ouais, bien sûr. Marc Porel, qui fait le prêtre. Poral, ouais. Telly Savalas? Non. Non plus. Non. C'est pas dans le même celui-là. Donc voilà une super bœuf qui a pas bougé. Vincent Price. Parce que c'est un film. Alors le film est sorti, donc il a été fait en 72. Il est sorti en France en 78 avec un titre. Après l'Exorcisme. Après l'Exorcisme. Et c'est pour ça qu'il a ce titre-là. Maintenant même le titre original. Ne torturez pas, ne faites pas de mal au petit canton. Au canton. Ah oui. Bah si, après les cantons c'est les enfants. Bah si ça parle de l'enfance, c'est clair. C'est moins vendeur. Disons que c'est plus métaphorique, on va dire. La longue vie de l'exorcisme, c'est juste n'importe quoi. Moi, je me rappelle avoir été super déçu à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'exorcisme. Donc, non, mais faire son coupé VF, VHS, tout ce que non, ça n'a jamais été coupé. Si. Non. Ah bah là, la version française, il y a des scènes qui passent en italien. Oui. Tu peux regarder en VF. Oui, mais des scènes de dialogue, pas des scènes. Ah oui, de dialogue, des scènes du cimetière. Sous-titré en italien, sous-titré français, pour les scènes supplémentaires. Il y a beaucoup de suppléments, énormément. Qu'est-ce que t'en penses oui, non, là c'est plus que parfait, hein, c'est sûr. C'est vraiment un... déjà pour moi, depuis toujours, et en le revoyant, c'est le meilleur film de Fulci. Hein. Moi j'aime bien Fulci, hein. Mais je trouve qu'il y a quand même parfois des manières de faire dans ces films et au niveau montage qui sont discutables, et puis au niveau interprétation aussi. Et là c'est tellement incroyablement parfait à ces 2 niveaux-là, en plus de tout le reste, que c'est vraiment un film génial, quoi. Hein, t'aimes pas toi? Après, pas du tout, non. En plus, il y a un mystère, je veux dire, on sait pas qui est le tueur. Juste à la fin. On se doute quand même, hein, je l'ai vu. Bon. Oui, non, mais on se doute, mais je veux dire, il y a des fausses pistes, il y a un Le mystère. titre est intelligent. Bah, après, c'est le... pendant tout le film, à quel moment ça va être Après, c'est le principe des giallo. Hein. Il y a toujours évidemment des fausses pistes, certaines qui sont énormes et où tu dis évidemment pas possible. En fait, là, on devine quand même relativement vite, hein, on va dire bien sûr, qui est le meurtrier, mais ce qui est super intéressant, oui, c'est parce qu'on généralement on dit, tu vois, le masculin, voilà. Voilà. Mais bon, c'est normal. Enfin, en même temps, c'est un meurtrier, c'est vous vrai. laisse. Mais donc c'est un homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement la résolution de l'énigme ne se fait pas dans ce milieu rural où en fait les gens sont aveuglés par leurs croyances et par les habitudes et par tous les problèmes pour justement pas avoir de problème avec l'entourage. Personne ne voit rien, quoi. Et c'est Barbara Boucher qui
qui a été amenée là par son père parce qu'elle était junkie, il l'a mis à la campagne pour qu'elle se calme un peu. Ah, dans le film, hein, oui, dans le film. Ouais. Ah, je pensais que c'était en vrai. Non. Et Thomas Finnegan, qui est journaliste, qui vient de l'extérieur aussi pour enquêter, c'est eux qui vont finalement résoudre l'énigme. C'est pas les gens du voisinage et c'est pas encore moins les policiers. Quoi. Et les premières scènes, enfin, l'ouverture, ça met dans l'ambiance. Il y a des gamins qui surveillent l'arrivée d'une voiture. On comprend que la voiture, c'est 2 prostituées qui donc vont faire leur métier dans un petit cabanon un peu glauque. Les gamins les espionnent et l'idiot du village essaye de les espionner également. Voilà, ça fait 3 minutes de film, bienvenue dans le monde du film. C'est d'un glauque, et après les gamins vont bien sûr avoir des soucis, mais il y a vraiment une ambiance malsaine. Pareil, encore un film qu'on ferait plus du tout aujourd'hui. Et je trouve qu'il n'abuse pas de ses zooms, parce qu'après, Fulci, non, là il y en a quelques-uns, mais c'est pas ces fameux plans, j'ai encore oublié le nom, mais tu sais, avec un plan net en premier plan et net en arrière-plan. Ouais. Avec double focale. Oui, double focale, voilà ça. Et ça, il le fait toujours, il le faisait très bien en venant de la part aussi. D'ailleurs, c'est magnifique. Voilà, et puis il y a énormément de suppléments, donc c'est vraiment un Blu-ray. Donc bravo au chat qui fume. Au chat qui fume. Qui continue son travail. Voilà, et puis il faut dire que je crois que très prochainement nous aurons droit à des Blu-ray de l'au-delà, Frayeur, c'est Fulci chez Artus. Dans l'année, a priori, je crois que c'est ça. Belle année Fulci. Je vais l'entendre de New York chez Ecstasy of Film, et puis sûrement d'autres trucs à venir. Donc voilà, une belle année Fulci, quoi. Je crois qu'il peut remercier les Français, qui font un superbe boulot. Là, il peut bravo au chat qui fume. Sa famille, il a des enfants. Voilà, un Blu-ray acheté, évidemment, le plus rapidement possible avant qu'il soit épuisé. Ouais, ils en ont fait pas mal, mais ça se vend très très bien. Donc d'ici 6 mois, 8 mois, ça risque d'être épuisé. Et ils ont une politique, ces gens-là, quand c'est épuisé, c'est épuisé. Donc c'est pas la peine d'attendre les soldes. C'est pas la peine d'espérer les trouver en occasion pas cher parce que ça prend vite de la valeur. Donc c'est maintenant ou très cher ou jamais. Très bien. Tout simplement. J'ai pas osé le dire. Tu l'as pas dit. Alors moi je vais vous parler de La Féline. La Féline, c'est donc le remake de Paul Schrader. Donc un film de 1982. Et c'est un film que j'avais jamais vu. Je sais pas pourquoi. J'avais une espèce d'a priori. Peut-être par rapport à l'original du film de Jacques Tourneur. Donc je me suis dit, tiens, on touche pas quand même au classique. Et là, en fait, quand on voit le film, c'est un film complètement différent. J'ai vraiment pris en pleine figure. Tout est magnifique dans ce film, que ce soit la photo, la réalisation. Super ambiance. Super ambiance. Je l'ai vu également. Ouais. Les acteurs, Nastasia Kinski, qui... dans le film, c'est une apparition. J'ai rarement vu une femme actrice au cinéma aussi belle. Mais vraiment et aussi naturel. Aussi naturel. Et justement, elle a été bien choisie parce qu'elle a vraiment ce côté félin, donc qui est indispensable au film. Et d'ailleurs, il y a dans les bonus du film, il y a Paul Schrader qui dit un truc marrant. C'est à l'époque, en fait, Nastasia Kinski n'avait pas besoin d'éclairage parce qu'elle était la lumière. Et donc c'est tout à fait, c'est bien trouvé, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. En plus avec des bons petits effets gore. Ouais, tu l'as vu récemment. J'ai vu à peu près en même temps que toi. Vraiment très très bonne surprise. Avec un beau casting. Bon, il y a Malcolm McDowell, toujours aussi bien. Très animal dans le film. Ouais, toujours assez allumé. Ouais, il m'avait épaté. Ouais, il y en a qui vraiment très très. C'est un film très abouti, quoi. Vraiment. On ne reste pas sur sa fin. Une super musique. Et la musique. Et Giorgio Moroder. Magnifique musique et surtout magnifique chanson qui vient clore le film. Et on l'a. Ça va, on vous dérange pas? Et surtout magnifique chanson de David Jones. Parle-nous de la chanson de. Elle est magnifique la chanson. Et surtout avec une magnifique chanson de David Bowie qui vient terminer le film et vraiment la scène finale. Bon, je vous raconte pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'est un arrêt sur image sur le félin. Tu racontes là. Et là il y a la chanson de Bowie qui Putting on Fire. D'ailleurs une chanson qui reprendra dans son album Let's Dance, qui sera un peu réarrangée. On s'en est fan. Mais oui, on s'en rappelle fan.
Mais voilà, c'est très très bonne surprise. Ouais. Finalement, des films qui se passent dans les zoos, j'ai beau essayer de me rappeler, il n'y en a pas tant que ça. Le Père Noël est une ordure. Zoo Zéro. Non, le zoo Dans les Zoo zoos Budapest. ZOO. Black Le Zone, Poséidon, Zone en fait, Budapest, c'est évidemment, excellent. Non, dans les zoos ZOO. Alors ce qui est marrant avec ce film, c'est aussi, c'est à signaler en fait au début des années 80, et en fait il y avait Universal qui a eu l'idée donc de faire des remakes de classiques du cinéma. Donc il y a eu La Filine, il y a eu The Thing de Carpenter et Scarface. Donc ils ont fait 3 remakes, mais Que des 3 réussites. remakes. Et encore Moroder, la musique de ce Moroder, film. oui. C'est 3 remakes qui quasiment surpassent les originaux. Ouais, complètement. C'est assez exceptionnel. Ah, De Palma, encore une fois. Bah, Scarface, Paul Schrader. Alors, on peut parler de 3 secondes de Paul Schrader, mais c'est un mec immense qui est un petit peu sous-estimé, c'est-à-dire qu'il a fait 1 ou 2 films un peu moins bons. Ouais. Scénariste phénoménal, Taxi Driver, de mémoire, de plusieurs films de Scorsese. Moi, j'adore ce mec. Et il est passé un peu à côté de sa carrière. C'est un jusqu'au boutiste en plus. Il n'a pas resté l'immense mec qu'il a. Un peu comme Geminius, quoi. C'est un mec qui a été à côté de quelque chose d'énorme et il est un peu passé à côté. Il a peut-être payé son côté un peu franc-tireur. Je crois que c'est Ouais, un mec qui a ouais, du caractère. Schrader en minus. En tout cas, qui a un univers. Bah, Ah oui, tout à fait, il y a un univers. là, dans La Filine, il y a des scènes qui sont Hardcore. quasiment impossibles à filmer aujourd'hui. Hein. C'est vraiment complètement politiquement incorrect. Hein, Ouais, c'est- ouais. Alors, maintenant, nous allons... Cherchez la Tu fiche. couperas 2-3 Ouais, pages. ouais. Petite bière. Bah justement, Daniel Bouteillon, on parlait de toi. Alors, tu vas nous parler de quoi, là, maintenant? Eh Des papiers bien, peints. D'affiches, donc, c'est ça moi je vais vous parler d'affiches de cinéma et pas uniquement de La fiancée de Frankenstein. J'ai acquis récemment 2 affiches du film de Mario Bava, Danger diabolique. Film que Bava a réalisé en 1967 et qui est sorti en 1968. Ces affiches qu'on va montrer maintenant, Magnifique. sans les abîmer. Et là, ça va faire des jaloux. Ça devrait, je pense, faire des jaloux, bien que ça ne soit pas le but initial, car ce sont des affiches relativement rares, surtout pour un film de la fin des années 60, mais qui sont assez recherchées par les collectionneurs, puisqu'elles sont recherchées conjointement par les collectionneurs d'affiches de cinéma, et particulièrement de cinéma fantastique, mais aussi par les collectionneurs d'affiches ayant un rapport avec la bande dessinée. N'abîmez pas les affiches, s'il vous plaît. J'entends des bruits de Moi, j'ai déchirure. fait un trou. Non, ouais, là, tu Ouais, de toucher. quelqu'un prend le bout là. Surtout celle-là. Oh, dis donc. Vas-y, continue, Voilà. Daniel, vas-y, ça te va. Vas-y, Daniel, t'inquiète pas. Allez, Stresse pas. on gère. C'est bon. C'est bon? Vas-y. C'est presque bon. On fera des coupes. Hein, c'est ok. Ouais, ça, dans les C'est affiches. pas sur ton affiche. Allez, Daniel, ça te va. Et donc ce film, pour revenir un petit peu sur l'histoire du film, il est tiré d'une bande dessinée italienne des fumetti, qui sont des bandes dessinées en noir et blanc, dont le premier numéro de Diabolique est sorti en novembre 1962. Là, je suis obligé de lire mes notes. Il a été créé par les sœurs Giussani. Et le numéro 1, Il Re del Terrore, donc le roi de la terreur, a eu immédiatement un succès phénoménal en Italie et par conséquent a attiré l'attention des producteurs et particulièrement d'un producteur qui est Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis y a vu bien évidemment une source de profit et il a acquis les droits et il a commencé à entamer une production, en tout cas il a eu des idées de production en 1965 avec un projet qui devait être réalisé par le réalisateur Seth Holt, qui avait travaillé pour la Hammer, qui avait réalisé Hurler de peur,
The Nanny et Blood from the Mummies Tomb. Donc apparemment une bobine d'essai a été tournée avec dans les rôles principaux, donc le rôle de Diabolique devait être tenu par Jean Sorel et oui. Oui. Et donc le rôle de sa compagne devant être tenu par Elsa Martinelli. Il y a d'ailleurs quelques photos qui subsistent de ce tournage en témoignage. Donc le projet a été rangé dans les cartons par De Laurentiis. 2 ans plus tard, en 1967, Dino De Laurentiis décide de reprendre la production en changeant le casting complètement. Il engage John Philip Lowe dans le rôle titre de Diabolique et dans le rôle de sa compagne Catherine Deneuve. Deneuve tournera 1 semaine et sera remerciée par Mario Bava car elle refusait de tourner des scènes de nu, la fameuse scène où on voit Diabolique et Eva dans un lit rempli de billets de banque. Elle sera remplacée par Marie Samel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore Ce qui est original quand même avec Diabolique, c'est que c'est... Bon, Fumetti est super connu en Italie, je crois qu'il est encore publié aujourd'hui, c'est que c'est un méchant, le héros. C'est un voleur et un assassin. Il tue les gens. Le film il est un petit peu aseptisé, mais c'est un assassin diabolique. La BD originale. Absolument, ah oui, et encore aujourd'hui. C'est ça qui est original, c'est Fumetti noir en fait, avec des méchants, il y en a eu d'autres, il y a eu Satanique, etc. Mais très inspiré de Fantomas d'ailleurs. Oui, ce sont les enfants de Fantomas. Puisque le personnage porte des masques à l'image de ses victimes, il porte un masque, enfin une tenue qui dissimule complètement son corps et son visage. Donc c'est totalement inspiré de Fantomas. Et c'est un anti-James Bond, puisqu'il aura les gadgets aussi, tout un tas de trucs qui fait que lui c'est pour le mal en fait. C'est un anti-héros complet. C'est assez étonnant d'ailleurs que les Italiens n'aient jamais adapté leur fumetti satanique, criminel, diabolique, où c'est toujours quand même des salopards et des pervers, les personnages principaux. Ils ont toujours fait dans tous ces films-là. Satanique, c'était un roman photo, je crois. C'était un roman photo là. C'était un roman photo, il me semble. Mais enfin bon, en tout cas les personnages sont plutôt négatifs et méchants. Et dans les films, mais pas dans Satanique c'est vrai, mais dans Criminal en tout cas, voilà, qui est quand même pareil, personnage un peu dur, et dans les romans photos encore plus. S'ils ont toujours fait des films un peu influence bondienne et bondienne on dit, hein. Oui. On peut dire ça. Plutôt que bondage, on va dire bondienne. Tout le monde ne connaît pas. Et par contre, plus léger, et en même temps le film est évidemment absolument génial. Et ça fait propre visuel. La question que je voulais te poser sur tes affiches là, c'est que les deux sont du même format? Non. Il y a une affiche. Les Italiens ont 3 formats principaux. Ils ont le format Locandina qui est une petite affiche 30 par 70 cm à peu près en hauteur. Ils ont le format 2 folio qui est en fait une seule feuille, et le format 4 folio qui est 2 feuilles, un petit peu de façon. Parce que là, la Locandina justement, elle est... C'est le même motif. La Locandina a exactement le même motif qu'une des deux. Que la grande là. Que la grande. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Les 2 folios donc. Celle-là. Et donc les 2 affiches. Donc je voulais terminer sur Danger, sur le film lui-même, Danger diabolique. De façon un peu audacieuse, Bava a décidé donc de faire un film en couleur avec sa façon très particulière de gérer les couleurs à partir d'une bande dessinée qui est résolument en noir et blanc, puisque le principe du fumetti c'est d'être en noir et blanc. Et il s'en sort haut la main.
Un dernier mot sur la musique qui est signée par Ennio Morricone et qui est absolument magnifique, fabuleuse. Oui. Maintenant, je crois que le problème, c'est que le film est pratiquement invisible. Bah alors, en parlant de la musique de Morricone, les droits sont toujours bloqués depuis longtemps. Et il y a plein d'éditions pirates en CD. Il y a une édition aussi qui a été réorchestrée, aussi, qui est complètement différente de l'original en fait. Mais elle n'est jamais ressortie d'origine. Et mais le film est bloqué en France. Il est ressorti dans Paramount qui a encore les droits. C'est Paramount qui a les droits. Il passe pas à la télé sur le Paramount Channel. Il passe par contre régulièrement sur Paramount Channel. Mais c'est vraiment un film dont on espère une sortie en Blu-ray. Et surtout qu'il a des couleurs fabuleuses, c'est un film pop splendide, on est en plein au cœur des années 60, c'est esthétique absolument splendide. Complètement, c'est très très étonnant que la Paramount ne se bouge pas un petit peu pour... Mais il y a des copies qui sont sorties, ça, il y a une édition aux États-Unis. C'est sorti aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, sorti dans tous les pays, mais soit en italien, soit en anglais, mais jamais avec la version française de l'époque. Qui est une des meilleures d'ailleurs. Ouais, qui est franchement bien. Ouais. Alors, ce qui est amusant, c'est que John Philip Lowe, il va interpréter un autre personnage de BD quelques années plus tard, Dr. Justice. Voilà. Il a fait deux héros de BD très différents. Et dans Barbarella. Christian Jacques. Aussi, Ah oui, Barbarella, c'est pas le héros du film, mais L'ange dans Barbarella, qui est également une production de Dino De Laurentiis. C'est lui qui joue Barbarella. Alors sinon, pour revenir sur ces affiches, je voudrais dire un petit mot, ou un grand mot même, sur le dessinateur, qui est Renato Casaro, qui est un dessinateur très très connu pour ses affiches de cinéma, pas que, mais principalement pour ses affiches de cinéma, qui est bien évidemment très collectionné par les amateurs. Casaro est né en 1935, il a 81 ans maintenant. Il a commencé très tôt à travailler quand il était adolescent pour les cinémas locaux de la ville dans laquelle il est né, à Trévise. À l'âge de 19 ans, il part à Rome pour travailler pour les studios... Il part à Rome à l'aventure et il est engagé très très vite par les studios Vaselli qui travaillaient pour des studios de cinéma. À l'âge de 21 ans, en 1955, sur les conseils de Vaselli, donc le patron des studios pour lesquels il travaillait, il crée sa propre boîte d'affiches, enfin de concepts d'affiches. Et depuis, il n'a pas arrêté de travailler jusqu'en 1999 pour le cinéma. Il a conçu plusieurs centaines, voire milliers d'affiches. Et c'est un dessinateur absolument fabuleux, très prolixe. Il a travaillé dans tous les genres, il a illustré tous les genres de films. Du film de guerre à la comédie, en passant bien entendu par les giallo, les westerns énormément, les films d'horreur. Il a vraiment touché absolument à tout. Il y a des titres que tu en... Oui, bien entendu. Alors là, par contre, je vais être obligé de sortir mes affiches sèches. Ces affiches qui sont restées dans l'imagerie populaire, parce que qui sont complètement associées à certains films, comme Rambo par exemple, les 3 premiers Rambo, ce sont des affiches de Casaro. Alors il faut distinguer les affiches qu'il a dessinées pour l'exploitation internationale et pour l'exploitation locale. Il a fait des affiches pour l'international, comme les affiches des Rambo, comme Octopussy, Jamais plus jamais, et il a également fait des affiches, comme par exemple sa dernière affiche à ma connaissance étant celle de Astérix et Obélix contre César pour l'exploitation allemande. D'accord. Voilà. Donc il a travaillé en local et à l'international. Alors donc en vrac, la première affiche qu'il est officiellement signée,
sous un pseudo qui est C René, puisqu'apparemment sa mère était fan de culture française, donc il avait décidé de signer sous le nom de C René. Très très vite il a changé, il a pris son vrai nom pour signer ses affiches. Donc la première affiche c'est pour un film allemand en 1955 qui s'appelle Zwei Blaue Augen, les yeux bleus, de Gustav Zucchi. Donc il a fait, donc, comme je le disais, les 3 premiers Rambo, Mon nom et personne. Il est devenu, à la suite de ça, très ami avec Terence Hill et Bud Spencer, et il a dessiné toutes les affiches du couple Hill et Spencer. Du duo, parce qu'ils n'étaient pas en couple, hein, c'était un duo. Ouais. Je pense à... Et une anecdote que j'ai lue sur un blog où il y a une interview de Renato Casaro, dont on va essayer de mettre le lien pour que les gens puissent la lire. Donc cette interview est en anglais, mais Casaro dit que Terence Hill était tellement content du projet d'affiche donc où on voit on l'appelle Trinita, c'est pour le... Non, je sais plus. Ça, on va couper parce que je sais plus pour laquelle c'est. Un associé, un jeune, celle où on voit Terence Hill sur une espèce de traîneau traîné par un cheval. Ah, c'est un Trinita, ça? Je crois que on l'appelle Trinita. C'est pour l'affiche de... Oui, donc pour l'affiche de Locamavano Trinita, Terence Hill était tellement content de cette affiche qu'il a fait retourner la scène d'ouverture du film, puisque c'est la scène d'ouverture du film, et il a changé ses vêtements pour correspondre, au personnage dessiné sur l'affiche. Voilà. Donc sinon, on continue en vrac. Donc il y avait les 2 bombes dont je parlais tout à l'heure. Misery, l'affiche italienne de New York 1997 de John Carpenter. Solaris, toujours l'affiche italienne de Solaris de Tarkovsky. Les 7 mercenaires, Maniac Cop de Lustig, Furio de Nagisa Oshima. L'affiche italienne de La chute de la maison Usher de Roger Corman. Danse avec les loups, Angel Heart, L'armée des ténèbres, Un thé au Sahara, Le dernier empereur. Opéra de Dario Argento pour laquelle il a eu un prix, pas Argento mais Casaro. Les ressorties italiennes de la trilogie de Léone, donc Le bon, la brute, le truand, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Bon, il connaissait Léone puisqu'il avait travaillé avec lui évidemment sur Mon nom et personne. Et d'ailleurs, dans cette interview, l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, de Renato Casaro, il indique très clairement que Léone a co-réalisé le film. Donc il était sur le tournage et bon, c'est pas très surprenant, mais c'est une confirmation totale. De la qualité du film. Ouais. Donc, l'affiche de Il était une fois en Amérique, les productions de Dino De Laurentiis comme Flash Gordon, Dune, Waterloo, Conan le barbare, donc sans oublier évidemment Danger diabolique. Il a une prédilection pour les films un peu musclés, comme par exemple les Belmondo, les Morphalou, Le Professionnel, Le Marginal. Joyeuse Pâques est un peu moins musclé. C'est un géant de la fiche de film. C'est pas Melki, non, les Belmondo? Il y en a eu plusieurs. Pour certaines, oui, mais pas ces titres. Landy aussi. Pour l'international alors, ouais. C'est ça? Ça dépend, non, il a fait des affiches pour la France. Pour la France aussi, il a travaillé avec, apparemment avec René Château, puisque je crois qu'il a... non, je dirais une connerie. Donc, mais il a travaillé avec Château, clairement. Il y a souvent plusieurs affiches. Tu vois, Amsel avait fait du Flash Gordon aussi. Ouais. Il n'y a pas un artiste qui fait, ça dépend des pays, on s'adapte aux besoins. Ouais. Il a fait l'affiche allemande pour O,
Oh. 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 Ça va? C'est bon, c'est fini. Donc il a pas mal travaillé pour des affiches de Stallone, comme donc les 3 Rambo que je citais tout à l'heure, mais Cliffhanger, Over the Top, Oscar, Haute Sécurité, Schwarzenegger. On va pas tous la faire, mais... Juste une question, Daniel. Il n'y a pas de livre qui recense... Alors, il y a un bouquin sur des affiches de Casaro, mais... J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Moi, j'en ai un sur Bob Peak, j'en ai un sur Drew Struzan. Ciotti vient d'en sortir un en Italie, là. Et j'ai regardé Casaro. Mais lui a édité, je crois, un livre sur ses affiches, mais plus sur ses maquettes. D'accord. Bravo. D'accord. Un peu de musique. L'ambiance. Voilà. C'est pas moi. Il a un site officiel qu'on va vous mettre, et sur ce site officiel d'ailleurs, il se sépare de quelques maquettes. Donc je n'ai pas, il met pas les prix, mais à mon avis ça doit. Ça doit bien voir les prix, c'est que c'est cher. Ça m'intéresse. Ouais. Très bien. Très bien. Voilà. Merci Daniel. Merci. Très intéressant. On peut l'applaudir, je crois. Alors Renaud, tu vas nous parler d'un fanzine Toutes les couleurs du bis. Oui, Toutes les couleurs du bis de Stéphane Herbisti. Il m'a gentiment envoyé ce numéro. Jolie couverture. J'en étais ravi. En fait, Toutes les couleurs du bis, c'est un fanzine qui existe depuis 2011. Ça fait longtemps que Stéphane avait envie de faire un fanzine un petit peu à l'image de Médusa, même si c'est pas vraiment la même chose au niveau du contenu. Donc c'est le numéro 9. Alors moi je suis tombé sur Tracy Lord, j'ai eu quand même de la chance. C'est qui ça? Mais sinon, voilà, c'est une actrice donc de X. Alors forcément, alors c'est le volume 1. Il y aura un deuxième volume parce que le premier. Elle est volumineuse quand même. Elle est volumineuse. Et c'est pas le numéro 5. Non, voilà, c'est bien. Et donc tout est consacré à la première partie de sa carrière qui forcément n'est que dans le X. Donc il y aura un second volume qui sortira dans quelques temps où on parlera aussi de ses films habillés. Voilà. Moderne, des films normaux quoi, c'est ça. Sinon, Toutes les couleurs du bis, ce n'est pas que Tracy Lord, j'allais dire Marilyn Jess, décidément. C'est des restes. Monsieur connaisseur. En fait, Toutes les couleurs du bis est aussi consacré à Charles Bronson, Tobe Hooper, Russ Meyer, donc je pense d'ailleurs qu'il avait dû servir de base pour l'émission numéro 4. Je pense, hein. Vous me direz si je me trompe. Également, voilà. Ils ont fait un cut, il me semble. Il y a eu un spécial uncut, effectivement, là, moi, égoïstement, j'ai marqué ceux qui m'intéressaient le plus, donc, notamment celui sur Charles Bronson. Je ne sais pas s'il est épuisé. Celui-là, non. Non, d'accord. La plupart sont épuisés, ouais, voilà. Les tirages sont assez... Donc c'est vachement bien fait, c'est sans prise de tête, c'est à l'image de Stéphane. C'est ludique, ça peut même servir de repère quand vous avez envie de voir un film. Je pense pas forcément à ceux de Tracy Lord qui sont pas forcément bien distribués, voire pas du tout. Bah, écoute, aux États-Unis ils sont toujours interdits. Depuis l'époque du fameux procès où en fait elle a tourné tous ses films en étant mineure. Ah oui. En France par contre il en existait pas mal en DVD, dans des versions plus ou moins raccourcies, chez Blue One. C'est dommage, hein, Mais elle a pas toujours été mineure, de toute façon il y a un moment où elle a grandi. Oui, mais en fait, oui, bien sûr. Mais en réalité, si je dis pas de bêtises, mais je l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu, mais je crois que... T'as juste regardé les photos en fait. Non, même pas. Je connaissais déjà, mais la quasi-totalité de sa période X, elle était mineure. Donc là elle est mineure sur la photo. Ah bon? Ça fait la brigade de Mars. Cache-moi ça. Et donc, oui, en France, il en existe quand même quelques-uns. Une petite quinzaine, je crois. Après, c'est dur de trouver les DVD, et c'est vrai que ces films sont bien invisibles. Après, elle a continué à avoir une carrière. Hein. Elle a joué dans des films plutôt sympas comme le Cry Baby John Waters, génial. Le Not of the Source, le remake, hein. Ouais, le remake du film de Corman, où elle est vraiment fan aussi. Et même encore récemment. Bon, maintenant, elle est un peu plus âgée, mais en même temps, elle est relativement jeune, vu qu'elle a commencé très jeune. Moins mineur. Mais voilà. Mais non, mais c'est une super actrice, aussi bien dans ce... Donc il y a beaucoup de photos dans ce fanzine.
Je sais pas si on peut. Ah, il y a des enfants qui regardent l'émission. Chaque film est détaillé. D'ailleurs, ça m'est arrivé de rire un petit peu parce que Stéphane a une façon très naturelle de décrire les scènes et c'est ce qui fait le charme d'ailleurs de toutes les couleurs du bis. Je sais pas si c'est pareil sur les autres numéros. Je suppose. Ouais, c'est toujours en fait le principe toutes les couleurs du bis, contrairement à d'autres zines qui sont très bien aussi. Hein, c'est que voilà, sur un sujet précis, il va détailler par ordre chronologique. Avec Filmo et chaque film, quoi. Voilà, c'est découpé par film et sur un seul sujet à chaque fois. Donc là, évidemment, il y a toute sa carrière, il y a plein de films que j'ai pas vu. Donc c'est un T'en as beaucoup là-dedans. T'en as beaucoup Pas loin d'une quarantaine, hein. C'est quand même. Donc c'est un fanzine qu'on peut trouver à Metaluna. Là, on en a encore plus, mais il est encore dispo celui-là. D'accord. D'accord. Et puis je suppose dans d'autres endroits. De toute façon, il y a un site, j'ai une page Facebook toutes les couleurs du bis. Oui, et puis vous pouvez aisément correspondre comme je l'ai fait avec Stéphane. Il n'y a pas de souci. Il est sympa. Il a un seul défaut, Stéphane. C'est qu'il n'aime pas la version longue des Frissons de l'angoisse. Ah. Fallait en discuter de ça, hein. Alors Renaud, c'est toute notre jeunesse alors que tu nous rappelles avec ce fanzine. Oui, bah c'est... Enfin, ta jeunesse, certainement. Hein, bah, la tienne aussi, hein. Je ne connaissais pas du tout Tracy Lord, moi. Ah bon? Et c'est quoi ce Metaluna dont vous parlez tout le temps là? Ah, je ne sais pas. C'est quoi ce magasin, là? C'est quoi ce téléphone qui sonne? Bon, excellent magasin, Metaluna. Non, mais moi, j'ai une question. C'est Bruno qui s'en occupe. J'ai une question parce que du coup, bon, est-ce qu'ils c'est comme n'importe quel autre film porno ou parce que pourquoi faire sur elle en particulier, sur une actrice porno? En fait, bon, déjà, si tu veux, ouais, voilà, donc il y a quand même l'histoire du fait qu'elle était mineure. Il y a un gros scandale à l'époque. Qui a fait un tel scandale qu'évidemment ça l'a mis en avant. Hein. Et en même temps, mais après le cinéma porno c'est lié un peu, enfin encore plus maintenant, mais sur les performances et sur le jeu d'actrice entre guillemets. Et c'est vrai qu'elle avait un talent que beaucoup d'autres n'avaient pas, quoi. Mais non, pas que sexuel, mais quand même. Et donc voilà, puis elle était super jolie, etc. Mais je pense qu'effectivement, même si ça reste une nana qui est super sympa et une bonne actrice, le fait qu'elle ait joué en étant mineure à cette époque et que ça a ouvert justement des nouvelles lois aux États-Unis sur le fait qu'il était strictement interdit de manière drastique que des mineurs jouent dans les films porno, ce qui est normal, ça a fait beaucoup pour sa renommée. Ouais. Parce que du jour au lendemain, quand ça a été annoncé, il y a des millions de gens qui avaient des DVD, c'était illégal, c'était détenir de la child pornographie, quoi. Donc, et donc il y a eu une chasse aux sorcières, un peu comme les vidéos nasties en Angleterre, mais à la puissance 1000, parce que c'était les États-Unis, c'était une mineure, quoi. Voilà. Très bien, bon ben... Je pense que c'est un numéro à se procurer de toute façon, très intéressant. Très bien, alors Louis, tu veux nous parler d'un fast-food? Fast-food, non, pas un fast-food. McDonald's, non, c'est pas... Ah, McDonald's, oui. Pas ça. Exact, donc la dernière émission, je vous avais parlé d'un film que j'avais pris dans la gueule par hasard. Ça s'appelait Pontypool, donc du coup je me suis intéressé à ce fameux Bruce McDonald. Alors en fait, ce mec-là, c'est un gars qui est né en 59, donc ça fait un moment qu'il travaille dans le cinéma. Il a fait malheureusement que 11 longs métrages en tout. Il travaille beaucoup pour les séries télé américaines et canadiennes. Et moi j'ai eu la chance de voir 2 de ses films dans 2 festivals différents. Festival du film américain de Deauville pour l'un et Bruxelles pour l'autre. Et donc en plus du Pontypool que je vous ai donné la semaine dernière, non, t'arriveras pas à me faire rigoler, moi ça marche pas. En plus du Pontypool de la semaine dernière, il y a 2 films de lui qu'il faut absolument voir. C'est Roadkill et Highway 61. Donc si vous les trouvez, bonne chance pour les trouver. Regardez ça, vous allez découvrir un cinéaste qui est juste fabuleux, quoi. Ils sont disponibles en DVD? Alors ils sont disponibles en Angleterre, après toi je sais pas si tu en as vu en France des Bruce McDonald. Je pense que ce mec est pas du tout connu, quoi. C'est hallucinant. C'est un réalisateur canadien, c'est ça? Réalisateur, acteur, monteur, producteur et scénariste. Donc un mec ultra complet qui a bossé pour la télé américaine et pourtant, par exemple entre Pontypool et Lions, son dernier film qui est en 2015, il y a 7 ans. 7 ans sans tourner, pour un mec qui n'a que 57 ans, ça paraît bizarre. Donc, je sais pas. Il est très jeune. Il a pas de... il est très jeune. Il est très jeune. Plus jeune que toi. Il est même année que moi. Donc, il est extrêmement jeune. Voilà, donc Bruce McDonald, confondez pas parce qu'il y en a d'autres, hein, quand vous tapez sur Wiki, etc. Donc c'est un Canadien, il vient de l'Ontario, il est né en 59 et il a fait des films. Et il faut voir les 3 que je vous ai dit.
Voilà, c'est fini. Moi. Très bien, merci. Alors, un film que vous avez vu récemment, Karine? Moi j'ai découvert Maniac Cop. Maniac Cop. Maniac Cop. Voilà, en DVD. Je suis un peu partagée sur ce film. Le film de William Lustig, Oui, le réalisateur. sûrement. Lustig. Je retiens pas. Dont Renato Casaro a fait une affiche. Bah oui. Ah, Maniac Cop. Et donc ça parle, le film commence, on voit un homme qui est en uniforme de policier et qui massacre des gens dans la rue. Et puis bon, le film continue et on comprend que c'est un flic. On est pris par l'histoire. Moi je l'ai vu avec des amis qui sont pas du tout dans ce délire là et du coup je l'avais... Bref. Et du coup elles sont rentrées dedans aussi, donc on était pris dans l'histoire. Après je m'attendais à quelque chose de plus violent. Je trouvais que c'était... Parce que... Voilà, pour moi je trouve que c'est un peu ça l'intérêt du film. Enfin, du coup je m'attendais à quelque chose de plus violent. T'as beaucoup d'effets gore, tu vois. Ouais, j'étais un peu frustrée dans les effets gore. Après le scénario, il est sympa, on est pris dedans. J'ai trouvé qu'il y avait un peu des grosses ficelles à certains moments. Après c'est un bon film des années 80. J'en avais entendu un peu comme ça. Ouais, si, moi j'avais quand même entendu. Il est ressorti chez Midnight Movies Collection, là, chez Carlotta, c'est ça, là. Donc il y a un an à peu près, une très belle collection. Ouais, une belle édition. Avec Blue Jeans Cop, avec Red Scorpion, dont on a parlé. Donc effectivement, c'est un peu mini-culte, c'est un culte des années 80. Hein, ça, parce que ça fleure bon les années 80. Quoi. Ça sent complètement bon les années 80. Culte, mais voilà, c'est aussi bien la nana que... Trop représentatif de l'époque. T'étais pas né toi en plus Et non, moi je suis né en 89. Bah oui. Avant la chute du mur de Berlin. Au moins 2500 films meilleurs que celui-là dans les années 80. Ouais, mais c'est un bon petit truc des années 80, ça te replonge vraiment dans l'esthétisme et tout. Ok. D'accord. Christian? Alors moi j'ai été voir, alors vous allez me gronder, j'ai bien aimé La Momie. Non, voilà. Je tourne lui des pierres. Tout simplement. La honte. Comme quoi, tout le monde est bienvenu dans l'émission, même ceux qui ont un goût de chef. Alors laisse-le s'expliquer. Alors maintenant, pourquoi j'ai bien aimé La Momie? Non, alors l'histoire, Tom Cruise, militaire américain qui retrouve, par je ne sais quel subterfuge, un tombeau égyptien en Irak. Bon, un peu en géographie, ça fait un peu loin, quoi. C'est les Américains. Et ça libère une princesse maléfique égyptienne, etc., de son ancestrale captivité. Bon, alors, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est Universal qui essaie de refaire un Universal Dark Universe. Ils ont décidé de relancer quelque chose. Donc il y aura, là, il y a Russell Crowe fait le Dr Jekyll, quand même. Il y aura, si ça marche, mais je suis un peu dénoute, il y aura un homme invisible, il y aura un Frankenstein, il y aura un Dracula, la fiancée de Frankenstein, on parle d'Angelina Jolie, on parle de Johnny Depp pour... Mais oui, il y a Johnny Depp. En tout cas, ce qui est prévu, c'est l'homme invisible. Alors, la prochaine fois, alors, moi, ce que j'ai bien aimé, fait le rapport dans chaque film. Oui, voilà, il va faire le lien. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'ambiance gothique. En fait, j'avais peur que ce soit vraiment pire. Tom Cruise fait pas des kilos de Tom Cruise. Hein. Il y a juste une scène dans un avion spectaculaire. Je me suis un petit peu assoupi, donc je l'ai pas vu, mais je l'avais vu dans la bande-annonce. Et voilà, une ambiance gothique, même si ça se passe de nos jours. C'est un petit peu dark comme la lumière ici. Merci, super effet spécial. Attends, on coupe. Donc une ambiance gothique assez sympa dans le film, La Momie, de Alex Kurtzman. Tom Cruise, je disais, on fait pas des kilos, du coup, bon, il y a quelques invraisemblances, quelques incohérences dans l'histoire, mais visuellement c'est assez bien travaillé, donc ça reste un film alors sympa. J'espère surtout que le Dark Universe va continuer chez Universal, parce que ça peut être intéressant dans les siècles. On fait beaucoup de remakes, pourquoi pas celui-là. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de personnage de Penny Dreadful? Parce qu'on est un peu dans le même registre. Je n'ai pas vu. Ça, je peux faire comme Louis sans parler là que je l'ai pas vu, mais... Alors, sinon Bruno, tu voulais parler de quoi? Tu m'as dit de musique? Oui, alors parce qu'on a eu plusieurs demandes de la même personne, je crois, concernant la musique de film. Et moi je voulais parler de Dracula de John Williams, parce que c'est une musique que j'adore, de Williams, qui est la musique donc du film de 79 de John Badham, qui les années passant est toujours aussi sous-estimé, je trouve, qui est une musique absolument splendide. En réalité, il est très connu évidemment pour
les Star Wars et Indiana Jones, beaucoup de films de Spielberg, Les Dents de la Mer, etc. C'est une musique, une des rares musiques à la fin des années 70 qu'il a fait de films fantastiques. Juste avant, il y avait Fury de Palma, qui est superbe aussi. Et beaucoup de thèmes d'ailleurs qu'il a réutilisés par la suite. On retrouve certaines thématiques du Dracula dans l'Empire contre-attaque, par exemple. Qui est une musique superbe, qui était sortie en vinyle chez Varese, qui est l'éditeur le plus connu de l'époque, qui l'est toujours, à l'époque, et qui a été réédité en CD. Le problème, c'est que cette musique, les masters, enfin l'enregistrement d'origine a été perdu. Voilà. Et qu'une musique de John Williams, qui est quand même le compositeur américain quasiment le plus connu encore en activité, soit édité de cette manière-là, c'est un peu triste. Alors il était parce qu'en fait sur le vinyle comme sur le CD, il n'y a que 11 morceaux. 11 morceaux principaux, hein, parce que c'est souvent comme souvent dans la musique de film, des réinterprétations du même thème, mais il y en avait 30 à l'origine dans le film. Et comme le matériel n'existe plus, il est question depuis longtemps éventuellement de le réorchestrer ou de le réenregistrer. Pourquoi pas? Après, ça peut souvent poser problème, hein, au niveau pas qualité sonore, mais qualité interprétation. Et puis ça fait le lien avec Moby Dick, et tout à fait involontairement, puisque finalement ce fameux Dracula de Badham avec Frank Langella, que moi j'adore, et devait être tourné en noir et blanc à l'origine. Et c'est ce que voulait John Badham, et évidemment l'Universal, le studio a refusé. Donc le film a été tourné en couleur. Et donc il y a aussi là un travail qu'on a retrouvé, qu'on n'avait pas au cinéma ni en VHS, mais qu'on a retrouvé sur les DVD et Blu-ray, qui sont pas géniaux, mais c'est toujours mieux que rien. Il a réussi quand même à reconstituer cette espèce d'image qui oscille entre... qui pareil, pour rendre cette ambiance de l'époque, oscille entre le noir et blanc et la couleur, avec... alors beaucoup de gens n'aiment pas, hein, parce que pour un film en couleur, le fait que les couleurs soient atténuées, c'est très bizarre. Mais moi je trouve ça plutôt bien. Et voilà. Mais surtout que la musique de Williams, qui est absolument géniale, puisse ressortir un jour. Tout ça pour faire plaisir à François Chauvin. Exactement. On salue. Ouais, très bien. Alors, Daniel, un film récent. Alors, moi j'ai vu récemment Get Out, qui est un film très étonnant. C'est l'histoire d'un couple mixte, donc elle est blanche, lui est noir, et elle va les présenter à ses parents qui habitent dans une petite ville de province. Et tout se passe merveilleusement bien, mais dérape lentement, mais sûrement, vers des scènes absolument terrifiantes. C'est un film extrêmement étonnant, remarquablement interprété. C'est un petit peu dommage que la fin, bon, que je révélerai pas bien sûr, enfin que l'explication finale soit tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, mais c'est vraiment un film à voir. Je suis pas d'accord pour la fin. Moi je trouve que, parce que je sais, j'en ai d'autres qui ont dit pareil, des critiques que ça allait peut-être un peu trop vite et tout. Et moi je trouve que vu qu'il est lent tout le long, l'espèce d'accélération jusqu'à l'explosion finale, enfin c'est pas une explosion au sens littéral, mais toute la fin où ça s'accélère, et moi j'ai l'impression d'être dans un Shakespeare, quoi, c'est-à-dire d'un coup tout le monde c'est pas l'accélération qui me gêne, c'est l'explication. Qu'elle est simpliste. Oui. Moi je trouve qu'on l'attend pas, et en même temps on l'attend aussi un peu, enfin on peut deviner, on a des petits... un peu tiré par les cheveux. Ah, ça pouvait être que tiré par les cheveux vu tous les indices qu'on a tout le long. Oui. Moi je trouve qu'elle est cohérente avec le film en fait, qui de toute façon... C'est cohérent, mais quand même tiré par les cheveux. On aurait aimé être un peu plus surpris, je pense.
Enfin, moi, en tout cas. Un des gros points forts du film aussi, c'est les acteurs et les seconds rôles. Bon, les acteurs principaux sont top, mais le copain là, qui travaille à l'aéroport, il est exceptionnel. Le douanier. La bonne noire, elle est flippante avec de la voir, on a la chair de poule. Le casting est exceptionnel. Et le travail du réal Et en aussi, plus, moi, je trouve, parce que déjà au niveau de la musique, moi, dès les deux premières secondes, on a l'impression, des fois j'ai l'impression d'être dans un ciné-concert, enfin vraiment où la musique, elle est vraiment composée sur un geste, un truc, que j'ai beaucoup apprécié. Et il a une force, c'est d'être capable de... Parce qu'on les voit comme ça, cette famille très bourgeoise, très bien, très propre. Moi j'ai toujours tendance, quand je vois des familles un peu comme ça au cinéma, à me dire il y a un truc derrière. Et le réalisateur, des moments où on passe en vue subjective avec le héros, où il arrive à introduire cette étrangeté en fait. Donc juste il change un peu la focale, où il change un peu la lumière, où il met une petite musique, et du coup on voit la vision qu'a le héros de cette étrangeté, de ce truc un peu glauque. Et je trouve qu'il y a une technicité, je crois que c'est son premier long métrage à ce mec. Et il y a une technicité, enfin moi j'adore les films où on voit le travail du réalisateur, et je trouve qu'on la voit, enfin il y a une maîtrise de tout, du début à la fin, des acteurs, de la mise en scène et tout. Pour un premier film, c'est un très bon film. Mais et ça fait un peu... Dès la séquence pré-générique, on sait qu'on va voir comme quelque chose assez fort. Ouais, bah voilà, c'était les premières secondes. Non, c'est rythmé. Non, moi, j'ai pas du tout trouvé ça lent. C'est vrai que ça prend son temps, mais pour introduire des détails, des choses extrêmement inquiétantes. Et comme tu le disais, là, tous les acteurs, même les plus petits rôles, la flic et ses deux collègues. Tous les petits vieux pendant la vente aux enchères, etc. Ils sont tout ça très... ils ont tous... Cette scène de la vente aux enchères sans révéler évidemment le film, et où on comprend ce qui est mis aux enchères, enfin c'est par un petit mouvement de caméra, c'est vraiment un film important. Ok. Louis, oui. Alors, que t'as vu? T'as vu un film avec une cabane? J'ai vu La cabane au fond des bois. Je pense que vous l'avez tous vu, des bois déjà, donc c'est pas la peine d'en parler. Par contre, j'ai vu un autre film, ça me revient maintenant, un thriller. Qui date de, je sais plus de quelle année, peu importe, c'est pas grave. C'est un freestyle. Ça s'appelle Ministers, c'est avec Harvey Keitel et John Leguizamo, et c'est un énième polar thriller new-yorkais, glauque sur les bords, complètement réussi. C'est un truc, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Donc voilà, donc c'est un film qui est pas du tout connu, personne ne connaissait. Le titre, Ministers. Ministers. Ministers, comment tu dis en français? Qui réalise je sais pas, c'est un mec qui a un nom espagnol, je me rappelle plus. C'est un Mexicain, probablement. Ministers, c'est des ministres du culte en français. Oui, c'est ça, ça a deux significations. Ça s'appellerait probablement curé en français, quoi, avec un S. Et voilà, donc c'est un polar thriller juste magnifiquement bien fait. Voilà. Ok. Voilà. Patrick? J'ai vu un film il y a pas très longtemps qui s'appelle Message from the King, qui est raconte l'histoire d'un jeune homme qui habite en Afrique du Sud et qui vient à Los Angeles voir la dépouille de sa sœur qui a été atrocement massacrée. Et il décide durant tout le film de se venger et de massacrer tous les gens qui ont participé à ce crime odieux. Et c'est un grand hommage au film de la Black Exploitation, qui a commencé au début des années 70, Shaft et bien d'autres. Et le réalisateur est un réalisateur belge qui a fait Calvaire en 2006. Fabrice Devels. Voilà. Ah oui, c'est lui qui réalise. Donc voilà, c'est un film vraiment à découvrir pour ceux qui l'ont pas vu, parce que bon, il n'est pas passé très longtemps sur les écrans français. Et vraiment un film fort. Avec un super acteur. Encore une fois, encore un Black. Il y avait le Black de Get Out, mais celui-là, je n'ai pas retenu les noms. Très très bon aussi. Voilà. Et l'originalité, c'est que c'est un Sud-Africain qui débarque à LA. Ça change un petit peu et ça a son importance. Et c'est très violent, hein. Sans pitié. Alors on va se laisser. Oui, Hasta la vista. Bye bye. Au revoir. Salut. Ah, c'est celle-là? Bon. Ouais, jusqu'au bout. Au revoir. Et les enfants.